Chapitre 13. Houston. Le Bush Intercontinental Airport étirait ses pistes en forme de F dans le soleil couchant. Le chairman, sensible à la beauté chaste de son hôtesse, était nettement plus calme, quoique plus fatigué qu'à son départ. Rongeant néanmoins son frein, McPherson grimpa dans la limousine qui l'attendait au pied de l'avion. Le véhicule, doté d'une impressionnante électronique embarquée, fila directement au nord sur Highway 59 pour sortir sur la droite à hauteur de Humble, en direction de son domaine au bord du lac. Cette propriété était dans la famille depuis le début du siècle. Elle avait bénéficié de l'implantation dans les années 60 de l'aéroport intercontinental de Houston. En 1960, anticipant la décision de sa construction par la ville de Houston, McPherson avait acheté et gelé 1200 hectares de terre au nord de la ville, non loin de chez lui. Lorsque la décision officielle avait été prise, il avait, en jeune idéaliste magnanime, revendu à prix coûtant ces terres, amputées d'une surface négligeable, à la ville de Houston. 10 ans plus tard, il avait fait construire sur les terrains conservés une série d'hôtels. Aujourd'hui, l'aéroport conférait à Houston une importance mondiale et mettait sa propriété à 8 heures de Saint-Tropez, Paris, Florence, Rome ou Berlin, sans embouteillage. Il avait été très choqué par le ton de Fabrice, qui lui devait tout, lorsqu'il lui avait annoncé que son fils volait de ses propres ailes. Il serait temps à 45 ans. Mais la façon dont Lix s'était acquitté de sa tâche d'informateur sur ce sujet laissa penser que Thomas le trahissait. Insinuation insupportable. L'ayant connu tout frais et moulu de son école polytechnique, il l'avait toujours considéré un peu comme son fils, lui aussi. Il se souvenait avec nostalgie des nombreuses années de collaboration passées et des multiples services rendus par ce jeune homme au jugement très sûr et à l'esprit d'analyse incisif. Mais il y avait l'affaire Tchernobyl dont l'enquête pouvait, on ne sait jamais, leur exploser à la figure. D'ici à ce que ces ramifications conduisent à l'X, il n'y avait peut-être pas loin. En Suède, les Bilderberger l'avaient incité à se pencher sérieusement du côté de la mer Caspienne, de l'Azerbaïdjan et de l'Afghanistan. Quelque chose se tramait là-bas. Ils avaient besoin de ses capitaux et du dynamisme de Groupe 7 pour emporter le morceau. Ils comptaient sur lui pour faire échec aux visées russes sur ce pétrole. Tout allait se jouer incessamment. Il décida de réunir Groupe 7 au plus vite. De ce côté-là, il n'avait rien à craindre. Il en était le maître incontesté. Après tout, c'était lui le plus riche de tous, donc le plus exposé et le plus à même de décider pour eux. Que de chemin parcouru grâce à son idée de regrouper leurs 7 fortunes et de les concentrer sur un même objectif. Le risque était grand de se faire étriller par la justice, si leur collusion venait à être percée au grand jour. Si cela arrivait, il ne donnait pas cher de sa peau d'ailleurs. Les éminents membres de Groupe 7 n'avaient aucun sens de l'humour. Il repoussa d'un geste ses idées noires. Il n'avait aucune inquiétude à avoir. Depuis le temps qu'il dirigeait ce réseau d'une main de fer, jamais rien n'avait transparu. Et s'il apprenait que son fils investissait dans le service au nucléaire contre leurs décisions collectives? Sa chair, son héritier, un traître, lui? Jamais. Qu'il aille au diable s'il pense autrement, se dit-il. Thomas ne faisait que suivre les vœux du président des États-Unis. Celui-ci ne remettait-il pas le nucléaire à l'honneur dans ses discours? Soit. Rien n'empêchait son fils de le suivre avec une petite partie de ses moyens. Hayden Echo. Le coucher du soleil enrichissait la lumière qui tombait sur le lac surplombé par la route. Comme elle s'approchait de la rive, la limousine tourna à droite pour s'insérer dans la végétation rendue dense par la proximité de l'eau. Au fond de la vallée, un vieux chemin sinueux longeant la berge s'étirait jusqu'au portail du berceau de la famille McPherson. Ses ancêtres l'avaient modestement baptisé Saint-Thibault. Une équipe permanente de 4 gardes, supervisée par un ancien des services secrets passé dans le civil, veillait à la sécurité de l'endroit depuis que les attentats et les enlèvements s'étaient multipliés dans leur milieu. Un petit hors-bord complétait le dispositif côté lac. La présence avérée d'alligators faisait le reste. L'endroit était tranquille. Il fallait franchir près de 400 mètres, d'où que l'on vienne, pour atteindre la vieille demeure, reconstruite à l'aide de pierres récupérées sur un ancien couvent fortifié d'Île-de-France. Un lieu enchanteur, pensait McPherson, à chaque fois qu'il rentrait de ses tournées de conquête, rendant grâce au bon goût et à la ténacité de ses parents. Un de ces lieux où s'imposaient la puissance et le mystère. L'extraordinaire ensemble architectural tiré des anciens plans de l'abbaye surgissait au détour du chemin. La destination des pièces avait été repensée pour convenir à cette grande famille américaine. Le cellier était devenu salon de musique. La salle gothique aux immenses cheminées, réfectoire des converses sur les plans anciens, servait aux grandes réceptions, de même que l'étonnante allée des moines aux 2 travées voûtées en arêtes d'ogive et colonnes à chapiteaux de grès. La galerie de lecture, la salle capitulaire avait conservé la vocation prévue par les moines. Le chairman y possédait une bibliothèque de rois ou d'évêques. L'idée du cloître avait été maintenue, de même qu'une chapelle digne d'un couvent en activité, conférant à l'ensemble ce caractère d'authenticité. Les cisterciens avaient tout inventé. Le constructeur américain n'avait eu qu'à copier, gardant toutefois en mémoire le confort moderne. McPherson croyait revivre en ces lieux magiques, bénis de Dieu et protégés par les rois de France.
Saint Louis et Marguerite de Provence avaient bu à la fontaine de Saint-Thibault l'eau miraculeuse qui avait rendu féconde la reine de France. Une eau du Nouveau Monde, venue sous pression des profondeurs de la terre, coulait dans sa réplique texane et apaisait encore la soif des hôtes de ces lieux. Les soirées musicales, organisées par Madame Maire, étaient divines et très recherchées par le Gotha houstonien. La légende de ce magnifique ensemble architectural se transmettait de père en fils chez les Macpherson. C'était en 1816 qu'un général Christophe avait racheté l'abbaye en France et, pour une raison inconnue, en avait fait sauter les bâtiments à la mine. Un rêve fou de militaire. Plus tard, en 1873, lorsqu'une baronne de Rothschild acheta le domaine, elle sauva les ruines de l'église et de la grande salle au-dessus de laquelle se trouvait le dortoir et réunit autour de la fontaine de Saint-Thibault les fragments Renaissance provenant du cloître. Pour le surplus, elle fit droit aux vœux des ancêtres Macpherson, envers qui elle avait une dette morale de racheter les vieilles pierres dont elle ne s'était pas servie et le plan original de l'abbaye, dessiné par un évêque de génie vers le XVe siècle. Le parc, jalousement entretenu et fleuri par une entreprise extérieure, faisait une verdoyante couronne à la bâtisse, quelles que soient les ardeurs du soleil. Une Ferrari Testarossa bleu pétrole était stationnée à la Diable près du perron. Madame Macpherson, qui rapetissait de jour en jour, attendait son illustre mari en haut des marches. Comme de coutume, elle était entourée de ses fils, Thomas et Henri, et de quelques petits-enfants probablement venus pour fêter son retour d'Europe. Thomas avait le même sens des affaires que son père, et comptait énormément dans les rêves de celui-ci. Henri, quant à lui, n'avait pas suivi la voie qui lui avait été tracée depuis son plus jeune âge. Dans son moi profond, il n'en avait pas ressenti la finalité. L'enseignement de la philosophie et de la sociologie lui tenait plus à cœur que la gestion des entreprises dans laquelle sa famille croissait et se multipliait. Grâce à l'intervention intelligente de Madame Maire, Monsieur son père avait admis de le donner à cette profession comme les familles anciennes confiaient leurs cadets aux ordres religieux. La famille, n'était-il pas à longueur d'année au service de la famille? N'était-ce pas pour elle qu'il se battait encore et toujours? Il en était persuadé. Aussi sa femme lui réservait-elle le plus souvent possible cet accueil qui le comblait d'aise et justifiait à ses yeux toutes les hautes et les basses besognes dont il s'acquittait en l'honneur de la sacro-sainte famille. L'empereur du pétrole pénétra dans sa demeure avec un regard satisfait vers sa condescendance et un geste amical à l'adresse de l'impératrice. Raide sur son col, il fila droit vers la salle capitulaire qui abritait son bureau, où l'attendait sa secrétaire particulière avec un monceau de courrier. Il le dédaigna, préférant consulter sur son écran le résumé des événements. Il ne put manquer, entre autres, l'enlèvement raté de Cochran suite à l'intervention de la police provoquée par l'appel d'Agnès. Cette sotte avait motivé la réaction brutale de l'équipe qui l'avait commandité. Bilan, 3 morts et Cochran dans le coma, inutilisable. Macpherson ne put s'empêcher de pester contre cette fille qu'il n'aimait guère et dont la réaction rapide avait été, à ses yeux, responsable de la mauvaise tournure des événements. Et Elix osait insinuer qu'il allait trop loin. Ce Cochran n'avait qu'à se plier à ses désirs. Un point, c'est tout. Il eut un haut le cœur en constatant que Walid lui avait laissé, sous la forme d'un message codé certes, une violente diatribe sur l'erreur que commettraient les membres de Groupe 7 à vouloir s'investir en Azerbaïdjan. Comment pouvaient-ils déjà être au courant du but de leur prochaine réunion? Le gouvernement saoudien devait être particulièrement attentif à tous les développements dans cette zone. Comment pouvait-il ainsi tirer la couverture à lui? Groupe 7 travaillait au profit de tous ses membres et non d'un pays étranger. Cette zone représentait une opportunité certaine, pour peu qu'on aide le brut à atteindre la mer. Tant pis pour le Moyen-Orient. On laisserait tomber les approvisionnements en provenance d'Irak dont le président devenait pesant avec ses menaces, même si elles étaient principalement destinées à masquer ses magouilles. Et s'il suivait le mouvement, Walid n'y serait pas perdant, loin de là. Pour se consoler, il constata avec un plaisir non dissimulé les résultats de son périple européen. Ceux de Stenungsund, les Bilderberger, avaient été difficiles à manier, mais le simple fait d'avoir fait partie de leur groupe de travail portait déjà ses fruits. Quoi de plus valorisant que d'avoir été membre de Bilderberg QV 2001? Agnelli, éminent membre du club, pouvait-il faire sans l'appui du pétrole? Son groupe 7 aux portées mondiales n'était-il pas en totale synergie avec les objectifs de cette société secrète réunissant les meilleurs? Quelqu'un représentait-il l'hydrogène, énergie renouvelable concurrente à Bilderberg? Évidemment non. Il vouait une haine toute particulière à l'hydrogène. Là encore, Walid essayait de lui mettre des bâtons dans les roues. Son pays possédait tellement de déserts, tellement de soleil, de gaz, autant d'énergie au faible prix de revient pour fabriquer de l'hydrogène à bon compte. Mais ne voyait-il pas que l'hydrogène existait partout dans le monde? L'eau, dont on pouvait l'extraire, appartenait à tout le monde. Le pétrole, lui, leur appartenait à eux. Heureusement, les quelques heures passées
l'accès au siège secret de Francis Leaks avait été d'un incommensurable intérêt. Il disposait d'informations en nombre suffisant pour travailler une centaine de dirigeants de sociétés. Le monde des affaires du brut restait sa cour privée grâce à Leaks. Par qui pourrait-il le remplacer si leur relation venait à se ternir? Faudrait-il lui pardonner ses incartades? Macpherson, pour sa part, ne savait que casser ou réduire. Peut-être fera-t-il une exception pour Leaks. Johan, je suis de retour. Quand pouvez-vous venir? Good evening, Mr. Macpherson. Est-ce que demain matin à la première heure vous conviendrait? Parfait, Johan. À demain. Depuis quelques années déjà, le chairman avait établi un lien privilégié avec Johan Fitzpatrick, un de ces awards boys aux dents longues qui lui rendait bien des services. Un peu comme Leaks 20 ans plus tôt, pensait Macpherson avec regret, ce garçon lui vouait une ferveur sans limite. Il était d'une discrétion à toute épreuve. Dès les premiers contacts, Macpherson l'avait maté, pour le principe. Johan avait souffert sans relâche pendant 3 mois. Sa fidélité à Donovan en avait été décuplée dès que les sévices avaient cessé. Allez comprendre. Tôt le lendemain, le chairman et son chef de cabinet dégustaient leur café dans le jardin d'hiver encore frais de la nuit. Nul besoin pour Johan de prendre des notes. Il avait été convenu entre eux que pour plus de rapidité dans les échanges, ils devaient enregistrer leur conversation, en utiliser le contenu pour exécuter les ordres et détruire l'enregistrement afin de ne laisser aucune trace. Johan était tellement terrorisé par Macpherson qu'il n'y avait rien à craindre de lui. L'ego hypertrophié du chairman l'empêchait d'en douter. Voire, d'une prudence de chat, Fitzpatrick, très scrupuleux dans son travail, étiquetait et conservait tout. Les ordres étaient les ordres, mais comme parfois ils auraient fait dresser les cheveux sur la tête des gens bien pensants, mieux valait avoir la preuve de leur provenance. À qui peut-on se fier de nos jours? Reste-t-il des traces à effacer concernant ce cafouillage de Cochran? Entama le chairman. No, sir. La police s'en est chargée. Elle a passé les agresseurs par les armes. Elle ne sait rien sur eux. Cochran ne vaut pas mieux. De toute façon, il ne connaît pas la raison de son enlèvement qui n'a jamais été discuté avec personne. C'est la réaction de Leaks qui a fait rater cette opération. J'ai un problème avec Saint-Tropez. Ils ont assisté en direct à l'enlèvement et ils ont prévenu la police comme s'il faisait partie de la surveillance de l'aéroport de Houston. Cet homme et ses machines sont capables de pénétrer n'importe où, répondit Johan. Il ne s'agit pas pour vous d'énoncer des problèmes, mais de prendre des dispositions pour y pallier, répondit Macpherson sèchement à l'interruption intempestive de son homme. Si c'est ce que vous craignez, je veux rapidement pouvoir isoler nos affaires. Faites faire des heures supplémentaires à vos informaticiens. Bien, monsieur. Toutefois, les tensions entre vous doivent pouvoir se régler autrement. Il n'y a aucune tension entre nous. D'ailleurs, Leaks, c'est mon affaire, éructa Macpherson. Pour l'instant, réduisez notre exposition là où vous le sentez nécessaire. Par contre, je ne veux pas éveiller son attention ni détériorer plus avant nos relations qui remontent à très loin. Il fait partie de notre organisation, que je sache. Son travail est excellent. Soyez discret et efficace. Very well, sir. Convoquez groupe 7 au complet pour le 18 juin, à 9 heures. La réunion se tiendra à Stud Farm. Je veux la présence de tous. Insistez poliment mais fermement. C'est très court comme délai, sir. Je vais le faire immédiatement par téléphone. Sinon, nous risquerions d'avoir des absents. Oui, faites. Stud Farm, ancienne écurie d'élevage et d'entraînement de chevaux de course, était située au sud-ouest de Saint-Thibault. À la longue, son ancienne activité avait eu le don d'énerver Macpherson par le perpétuel va-et-vient qu'elle provoquait. Si bien qu'il accepta, dès que l'occasion s'en présenta, de l'acheter, même s'il disposait déjà d'écurie royale dans son abbaye. Il s'en servait depuis comme salle de réunion pour loger ses relations d'affaires et comme bureau pour son chef de cabinet. Le bâtiment était parfaitement équipé pour le meeting envisagé. Il pourrait ainsi tout surveiller et n'aurait pas besoin de se déplacer. Le même jour, 11h32. Donovan interrompit la contemplation de ses petits-enfants pour décrocher son téléphone d'un geste vif. « Oui, allô, monsieur Macpherson, c'est fait, tout le monde sera présent. Merci, Johan. Quoi d'autre? Rien, monsieur, tout va bien. Au revoir. » Le même jour, 12h30. Oui, allô, monsieur Macpherson, désolé de vous déranger encore. Qu'y a-t-il, Johan? Tous nos serveurs sont verrouillés. Quelques tentatives ont été faites aujourd'hui en plusieurs points. Nos informaticiens me confirment que les protections ont fonctionné parfaitement. Nous sommes étanches. Parfait, Johan, si vous en êtes certain. Certain, monsieur. Seule la compagnie de téléphone a été visée avec succès, si je puis dire. Ils m'ont assuré cependant qu'il n'existe aucun moyen de pratiquer d'écoute illicite sur nos lignes. Ont-ils une idée de la provenance de ces intrusions? De Russie en apparence. Mais ça ne veut rien dire. De toute façon, nous brouillons nos communications téléphoniques, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. L'intrus a juste consulté la facturation. Le contact n'a duré que quelques secondes. Tout de même, Johan, avez-vous pensé à vous faire transmettre immédiatement les documents exacts susceptibles d'être sortis de chez eux? Vérifiez, ne rêvez pas. Instantanément, Fitzpatrick parut avoir perdu son sang-froid. Ses phrases hachées étaient difficilement compréhensibles.
Peut-être craignait-il la réaction de son interlocuteur auquel il valait mieux n'avoir que de bonnes nouvelles à annoncer. Qui serait assez stupide pour nous détourner nos factures? Stud Farm a une existence réelle. C'est normal que nous y consommions du téléphone, commenta-t-il sur la défensive. Faites ce que je vous dis, et rappelez-moi, dit Macpherson en raccrochant. 10 minutes plus tard, tout excité, Fitzpatrick le rappela, couinant comme il ne le faisait jamais. Monsieur, tout ce que l'intrus a pu sortir, c'est ce qui sert à la facturation, les minutes de communication, des listings, pas des conversations, dit-il en cherchant à minimiser. Qu'y a-t-il sur ces listings? Ces listings comportent les dates et heures, les durées, les montants et les numéros de téléphone des appels. Vous venez de me dire que tous ces téléphones sont stériles. Je ne comprends pas votre problème, expliquez-vous. Je viens d'appeler tous les membres de groupe 7 un par un pour leur annoncer la réunion du 18. Je l'ai fait par téléphone parce que je n'avais pas le temps de faire autrement. Mais les conversations n'ont pas pu être écoutées, heureusement. En somme, vous êtes en train de me dire que vous avez donné la liste complète des numéros de téléphone des membres de groupe 7 d'un coup? Oui, monsieur. Mais qui serait assez malin pour faire le lien? Je vous avais prévenu ce matin et vous n'avez rien fait pour vous protéger. Vous allez me le payer, hurla Macpherson. Le chairman écumait. Comment cela était-il possible? J'ai fait ce qu'il y avait à faire à l'intérieur de notre organisation. Le problème est apparu dans les ordinateurs de l'opérateur téléphonique. Il n'y a pas de certitude absolue, il n'y a pas eu d'identification positive, mais je ne vois personne d'autre que Lix pour faire cela. My God, tous les membres de groupe 7, en même temps sur une liste. Je suis désolé, monsieur, marmonna Fitzpatrick qui commençait seulement à comprendre l'implication. Silence, Johan. Rien n'est joué. Détruisez sa machine. Faites-la sauter, maintenant! Les yeux de Macpherson lançaient des éclairs. Il était dans un état de surexcitation inimaginable. Il ne se contrôlait plus. Ses petits-enfants autour de lui commençaient à s'éloigner, craignant d'être responsables de sa colère par leur jeu bruyant qu'il acceptait pourtant de bonne grâce quelques minutes plus tôt. Il ne pouvait continuer cette conversation par téléphone. « Venez tout de suite, Fitzpatrick », dit-il, raccrochant violemment et se tournant vers son épouse venue voir la raison de ce remue-ménage. Il reprit un calme apparent et lui annonça qu'il allait recevoir Johan dans le jardin, près des écuries royales, pour se calmer à la vue de ses étalons. Et puis les enfants, étant dedans, il valait mieux qu'ils soient dehors pour parler. Lorsque Fitzpatrick arriva, Macpherson était au comble de la fureur. Pour un peu, il aurait tué l'un de ses magnifiques chevaux de ses propres mains, si seulement il avait eu la moindre force physique. Johan essaya une fois de plus de temporiser. Notez que tous ces téléphones sont des numéros stériles. Il ne fit qu'obtenir l'effet inverse. Cela fait 100 fois que vous me répétez ces balivernes. Les abonnements, Johan. Il s'agit des abonnements, des adresses, des factures. Il est très facile de remonter jusqu'au nom des membres de groupe 7 avec les adresses de ces lignes. Mais le plus grave, hurla Macpherson, c'est que tous ces numéros se trouvent sur un même listing. Ils ont été appelés l'un à la suite de l'autre. Cela signifie que cette liste constitue une preuve de la relation qui existe entre toutes ces personnes. Vous savez comment cela s'appelle? Vu nos positions? Je veux que dès ce soir le siège de l'X à Saint-Tropez est sauté. Je ne peux pas tolérer que cette liste puisse exister hors de Stud Farm. Je vous tiens pour personnellement responsable de la résolution de cette fuite. Johan était atterré. Le délai était beaucoup trop court. Il était impossible d'employer des Français pour ce job. Il n'avait jamais vu Macpherson dans un état pareil et commençait sérieusement à craindre des représailles. Il n'arrivait pas à se concentrer sur la meilleure approche. Le temps lui était compté. Bon sang, cela ne s'était jamais produit que quelqu'un de déjà si bien informé cherche à en savoir plus. Pourquoi se mettait-il à les espionner après toutes ces années? Était-il devenu leur ennemi soudainement? Est-ce que Macpherson ne l'avait pas braqué avec ses façons de faire? Était-il seulement sûr qu'il soit passé de l'autre côté? Autant de questions qu'il se garderait bien de poser au chairman, dans cet état de colère ni même un autre jour. À force de se torturer, Johan trouva un certain côté positif à cette aventure. Dans des moments plus calmes où il n'était pas directement sur la sellette, il s'était pris à rêver que si Lix démissionnait, sa propre position auprès du chairman s'en trouverait renforcée. Son subconscient lui avait-il joué des tours? Avait-il exagéré la faute de Lix sans s'en rendre compte pour rater cette échéance? L'intrusion était bien là. Le directeur de la compagnie de téléphone l'avait prise très au sérieux. Mais est-ce que Lix était vraiment le seul capable de cela? Ne réfléchis pas trop, Johan. Protège-toi. Assure ton avenir. Le chairman a tout de suite accepté l'idée que c'était lui. Alors si c'est lui, il faut agir. Mais de là à démissionner Lix toi-même?